J'aime ça. Reste de bel job. Encore un gros merci à Sébastien Savard de Savard et ce dossier qui est de Jeu CA. Il est peut-être là. N'hésite pas à partager un lien vers ta chaîne. Suivez-le. Quel sympathique gaillard. Maxime, un plaisir de te retrouver avec Maxou Bisou. Parle-moi, man. Salut tout le monde. Comme vous le savez, moi j'aime pratiquer l'autodéfense intellectuelle en matière d'histoire. J'aime ça. Donc, confronter le complotisme. Mais la sauce, moi je le dis souvent, ma définition de la sauce, c'est comme trois cercles qui se rejoignent. C'est-à-dire que tu as l'extrême droite, le complotisme, puis les sectes. Moi, c'est ça ma définition de la sauce. Okay. Puis, des fois, ils se rejoignent, des fois, ils se rejoignent pas entre eux autres. T'sais. C'est un cercle de... Comment on appelle ça déjà? Un cercle de... Des trois. diagrammes de veine. Diagrammes de veine, ouais, les deux se touchent. Mais j'aime ça, moi. Et un élément qui est important pour moi, c'est souvent qu'on utilise aussi, quand on me pose la question, pourquoi, entre autres choses, c'est important d'étudier le Moyen-Âge au 21e siècle, c'est que le Moyen-Âge est souvent utilisé par des militantes d'extrême droite pour légitimer leurs idées de marde. Souvent, c'est lié à une espèce de pure bloodline. Hein, ouais. Voilà, puis c'est une version complètement fantasmée du Moyen-Âge qui n'a jamais existé à part dans leur tête. T'sais. C'est quelque chose que tu nous avais un petit peu parlé avec Marco Wingenberger. Ouais, c'est ça. Ben oui. Lui, dans ce cas-là, c'était pas vraiment de l'extrême droite. C'était plus de la droite conservatrice, mettons. Là. Aujourd'hui, on va être vraiment plus dans les néo-nazis puis ce type de trucs-là. C'est vrai, je viens de me rappeler. J'ai vu qu'il y avait une certaine svastika sur une de tes images. On peut pas la montrer. J'ai juste mis comme un petit carré par-dessus pour la briser. C'était pas ça que je voulais montrer de toute façon. Bon, ben le faire dans le go. Mais puis il y a le symbole des SS aussi que j'ai mis des barres là, pour pas que... OK, au cas où. On parle avec quelqu'un qui a un doctorat en histoire qui nous parle de faits de la vie. Je m'excuse Twitch, on n'est absolument pas pour cette idéologie-là. Absolument pas. Je t'en prie, continue. Je voulais juste pas que tu sois surpris. Parfait. Donc, c'est ça aujourd'hui que je veux vous parler. D'une part, je vais vous parler de quelle façon l'extrême droite instrumentalise le Moyen-Âge. Et je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, je l'avoue, là, un élément d'une chronique que j'avais présentée à Radio-Canada, mais Radio-Canada étant ce qu'il est, tu as juste 20 minutes pour parler de ton truc. C'est pas de leur faute, là, c'est comme ça. Ben oui. Fait qu'aujourd'hui, je vais me permettre de parler de l'appropriation de Charles Martel, qui est un grand personnage du Moyen-Âge, par l'extrême droite. Puis moi, ce que je vais vouloir, c'est vous montrer, voici ce que l'extrême droite dit sur lui pour l'instrumentaliser, et voici la réalité, pour démonter le mythe. C'est un peu comme inciter les gens, c'est de l'autodéfense intellectuelle. C'est résister à la propagande, comme le fait Yann avec la médecine, comme fait Pierre avec le droit. La meilleure contre-attaque à la désinformation, c'est de la bonne information, puis là, on va en avoir. Exactement. J'aime ça. Fait qu'on peut y aller. Ah, c'était pas lui qui était en premier. Oh shit, j'espère que c'est pas tout mélangé. Non, c'est peut-être juste lui qui était... Ok, on est correct là. Regarde juste l'autre d'après, juste pour être sûr. Non, ok, c'est beau, reviens. L'ordre est bon, c'est juste le premier qui était pas correct. Ok, bon, ben désolé. Donc, le 14 mars 2019, il y a un terroriste d'extrême droite qui est rentré dans une mosquée en Nouvelle-Zélande où il a éliminé un certain nombre de musulmans qui priaient. Et là, ici, on a l'arme qu'il a utilisée. Et sur l'arme, il y a une multitude de références au Moyen-Âge qui étaient inscrits. Là, on a juste l'arme, mais il y avait sur tout son équipement, il y avait inscrit une multitude de tours. Donc, sur le canon, on voit Charles Martel, ce dont je vais revenir aujourd'hui. Et juste dans le milieu, Tours 732, c'est la bataille de Tours en 732, qui est la bataille pour laquelle Charles Martel est connu. OK. Ça, c'est un gars en Nouvelle-Zélande. Là, fait que ça veut dire c'est international. C'est pas comme dans sa face. Là. Ouais, c'est ça, Puis on a aussi Alexandre Bisonnette, qui est juste derrière, qui est celui qui a fait une tuerie à Québec, dans la mosquée, qui est devenu... on a la rune Viking à gauche. Là, la rune Viking qui est en dessous de Othon the Great, qui est un empereur du Saint-Empire romain germanique du début du Moyen-Âge. OK. Donc, c'est recouvert de références au Moyen-Âge. On peut continuer?
wesh, c'est... Au lendemain de l'attentat de l'attentat de Charlie Hebdo, donc quand des terroristes islamistes sont rentrés dans le journal Charlie Hebdo pour éliminer... On dit que c'était en Norvège, pas en Nouvelle-Zélande, Lund Peterson. Non, je parlais bien de l'attentat en Nouvelle-Zélande. Ouais, il était écrit... je parlais pas de l'attentat de Breivik. Voilà, parfait. Non, ça se tient. C'est qu'il était écrit Lund Peterson, fait que c'est moi qui ai mal interprété. Je m'excuse d'avoir brisé ton flow. Donc, après l'attentat de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, la fachosphère française s'est enflammée parce que les méchants musulmans sont là et sont venus pour tous nous tuer. Et tu as commencé à avoir des images du genre qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Comme là, les gens disaient « Je suis Charlie ». Mais là, tu as eu la déformation qui est « Je suis Charlie Martel ». Oh! Donc là, je vais y revenir de pourquoi, mais on peut passer à la prochaine. Ouais, là, on a un autre exemple qui est ici, un T-shirt qui était vendu sur Redbubble, le site de T-shirt. Je suis Charlie Martel. OK, j'aime ça où ça s'en va. Là, il est mythique. Là, ça a rapport avec garder son territoire contre les envahisseurs bronzés. J'y viens. Prochain. Oh là 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 là. Donc, d'abord, c'est quoi le mythe? Là? Je vais y revenir plus en détail, mais je vais juste rapidement vous présenter c'est quoi l'idée. C'est au 7e siècle, le califat islamique des Omeyyades essentiellement envahit ce qu'on appelle aujourd'hui l'Espagne et le Portugal. Ils viennent depuis l'Afrique et envahissent, c'est ce qu'on voit qui est en rouge ici. Puis pendant ce temps-là, ils menaient une multitude de raids plus au nord dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France. OK. Sauf qu'en 732, à Poitiers, les troupes d'un chef de guerre chrétien assez secondaire qu'on appelle Charles Martel a gagné une victoire importante sur ces troupes musulmanes-là. Et dans le mythe, c'est devenu Charles Martel a bloqué les musulmans à Poitiers. Okay. C'est l'idée qu'il prévoyait d'envahir l'Europe. À partir de Poitiers. Oui, et lui, au nom de la chrétienté, de la civilisation occidentale, il les a bloqués. Ah, je comprends que ça devient comme un archétype de protéger mon chez nous contre les Exactement. Immigrants. Et ça a commencé à être utilisé en France, cet exemple-là, dans les années 90, dans les années 90, quand il y a eu commencé à avoir une forte émigration qui venait du Maghreb, donc musulmane, et quand l'extrême droite s'est un peu délaissé les Juifs pour s'attaquer aux musulmans. Okay. Donc là, il leur fallait comme un grand symbole anti-musulman pour dire, nous, on est des guerriers qui se battons pour défendre la civilisation de l'envahisseur. Je mets des guillemets sur tout ça, là. Oui, effectivement. Qui se battaient contre l'envahisseur musulman. Donc, Charles Martel est comme devenu une figure... La mascotte. Donc voilà. Prochain... C'est cool, l'honesty, ça. Ouh. Et là, je vais décrocher un peu de Charles Martel pour parler de façon plus large. À partir du 19e siècle, les grands États européens sont en train de construire leur identité nationale. Il faut comprendre qu'avant la Révolution française, avant le 19e siècle, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, ça n'existe pas. C'est des constructions assez arbitraires. Au Moyen-Âge, la France, ça n'existe pas. C'est le royaume de France. Mais il n'y a pas d'identité nationale. Les gens ne se disent pas français. Puis il n'y a pas de poste douanier non plus entre les Donc, les premièrement, affaires, surtout que le monde Moyen-Âge est un espace hyper décentralisé. Mais même quand la monarchie commence à se centraliser, on va le voir au 19e siècle, c'est que les gens dans une multitude de régions parlent plein de langues différentes, ont des référents culturels différents. Il n'y a pas l'idée d'une unité nationale avec une culture commune. Mais c'est au 19e siècle qu'on va tenter à créer une culture parce qu'on se dit il faut créer des États modernes, centralisés. Puis pour ça, il faut que tout le monde partage une culture commune. Okay. Il faut comprendre qu'au 19e siècle, la France n'est toujours pas la langue officielle en France. Tu parles une multitude de langues en France. Le breton, le gascon, le français parisien. Il y a une multitude de langues plus ou moins proches l'une des autres. Puis, pour fixer cette
identité nationale-là, ben, les États vont utiliser l'histoire pour essayer de forger l'idée d'une identité collective. Ben oui, on est de même depuis longtemps, fait qu'on est de même. C'est l'idée du récit national. On va aller chercher plein de personnages dans l'histoire pour dire tout ce monde-là, c'est des gens qui étaient français avant même que la France existe. Il y a comme une grande tradition. Et l'exemple parfait de ça, c'est Jeanne d'Arc, qui est une représentation de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, man. Qui est devenue un peu l'exemple de la France qui résiste à l'envahisseur. Dans ce cas-là, c'était l'envahisseur anglais. Évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Si on avait dit ça, si on avait Jeanne d'Arc devant nous aujourd'hui, puis on lui disait hey, t'es française, elle aurait pas compris de quoi on parlait. Ouais, peut-être qu'elle comprendrait même pas. Elle comprendrait pas notre langue, mais elle se battait pour le roi de France. Voilà. La France, ça n'existait pas. Il y avait le royaume de France avec une multitude de seigneuries, de duchés, mais l'idée de la France, ça aurait été what the fuck, c'est quoi ça? C'est ça, faudrait que tu répondes après ça, quelle région. Voir quelle ville. Ouais. C'est surtout ça, c'est ton village, ta ville, à la limite ta langue régionale. D'ailleurs, souvent, les gens de Paris comprenaient à peine ce qu'elle disait. C'est quand même assez récent, 19e siècle, que ce concept-là arrive. Hein? Absolument. Est-ce que mettons, les méthodes de communication, qu'est-ce qui pourrait... Il y a peut-être autour de l'imprimerie, qui faisait 200 ans. Il y a une multitude de choses. Mais le principal, c'est la construction de l'État moderne. C'est l'idée que, à la fin du Moyen-Âge, les monarchies ont commencé à se centraliser. Et de plus en plus, ils ont eu besoin d'une administration efficace, ils ont d'une unité territoriale pour l'armée, pour les impôts, pour les taxes. Et un système décentralisé, ça fonctionne de moins en moins bien. Okay. Puis une diversité des identités sur un même territoire, ça ne pouvait pas fonctionner. Fait qu'on a commencé à essayer de chercher à mixer tout ça. Fatalement, genre, on est rendu à un moment critique. Il y avait assez de monde, peut-être aussi, dans les années 1800, il y avait peut-être le chemin de fer qui aidait beaucoup à comme permettre de plus s'éparpiller un petit peu sur le territoire. Absolument, l'imprimerie a aidé aussi. OK, parfait. Puis aussi, puis c'est une époque aussi, ben justement, c'est au 19e siècle, ce qu'on appelle la Troisième République en France, où on voit apparaître, par exemple, l'enseignement obligatoire. C'est l'enseignement primaire obligatoire gratuit pour tous. Puis ça, c'est pas comme Charlemagne 1000 ans avant, là. C'est un autre débat, mais non. C'est un autre débat. Charlemagne a effectivement créé des écoles cathédrales, mais il n'y avait aucun rapport avec l'école publique comme on la connaît aujourd'hui. Puis, qu'est-ce qu'on a mis dans ces programmes scolaires-là? Des cours d'histoire. Et des cours d'histoire nationales communs pour tous. Tout le monde devait avoir une culture commune, puis c'était une façon d'essayer de faire nation. C'est une bonne idée, il me semble. Oui, mais là, le problème, c'est que ça peut engendrer des dérives nationalistes. Oui, exactement. C'est us puis them là, que c'est en train de faire. Parce que la construction des États nationaux se crée dans le us-them. Puis se crée notamment contre les Allemands. À la même époque, les Allemands construisent leur État aussi, puis les deux saillissent. Mais on va s'en tenir là pour l'instant. Les Prusses puis les Francs, là. Ben, c'est la Troisième République, ça fait suite à la guerre de 1870 entre le Royaume de Prusse et la France, que la Prusse l'a emporté. Et la France a gardé une profonde animosité qui va éclater à la Première Guerre mondiale. OK. On peut... Qu'est-ce que c'est cool, man. C'est hot parce que ça book avec des affaires que Jason nous avait montrées sur les traités de la Première Guerre mondiale. Voilà. Je capote, moi j'adore ça. Puis là, ici, on a... ce que je vais vous montrer, c'est qu'on est rentré dans une période qui s'appelle le romantisme. C'est un mouvement artistique au cours du 19e siècle qui s'inscrit dans une forme de nostalgie pour le Moyen-Âge. Alors, on est en train de créer l'État moderne, puis il y a du monde qui se disent on était peut-être mieux avant, on était mieux dans un Moyen-Âge fantasmé, on était plus proche de la nature, la vie était moins compliquée, on n'était pas dans l'industrialisation. Il n'y avait pas juste du mauvais là-dedans. Il y a des gens qui disent peut-être que l'industrialisation est allée trop loin, puis il faut peut-être prendre un pas de recul. C'est pas juste des gens réactionnaires qui haïssent la modernité. T'sais. Officiel. Mais il y avait ça aussi. je veux féliciter le peintre pour la... Ça m'a flashé dessus. Le souci du détail. On passe à la prochaine. Non, mais là, au 19e siècle, on va commencer à avoir
d'une part, ces romantiques-là qui regrettent un peu le Moyen-Âge, mais aussi tous ces personnages qu'on cherche à inclure dans le récit national. Donc là, on a eu Jeanne d'Arc. Ouais. Là, dans ce cas-là, on a le roi Saint-Louis, ou le roi Louis, là, ça, c'est une bataille qui représente les suites de la bataille de Bouvines en 1214, qui est une grande bataille de l'histoire de France, où c'est une des premières grandes batailles des armées royales centralisées. Dans ce cas-là, c'était contre le Saint-Empire romain germanique. Okay. Donc là, déjà, on a tout le jeu avec l'Allemagne. Ouais, avec l'Allemagne. Et là, on a au centre, à droite, un peu à droite, on a le roi qui est avec sa couronne sur un trône. Là, on a toute la mise en majesté de ce personnage-là qui fait comme s'il était français avant le temps. OK. Ouais, j'aime ça, OK. On peut continuer. Français avant la France. Ici, on a justement une peinture qui représente la bataille de Poitiers, qu'on parle aujourd'hui, 732, avec Charles Martel. Donc là, on est encore dans le courant romantique qui cherche à revaloriser le Moyen-Âge, en faire quelque chose de glorieux. Et là, on a ici l'exemple parfait, là, la façon que la bataille est représentée. Tous les personnages sont en majesté. C'est un peu que s'exprime une forme de nostalgie pour un temps guerrier où les hommes étaient des vrais hommes. Ah, ouais. Puis regarde, tu vois, il n'y a aucun téléphone. Là. Non. Ils sont en train d'avoir du vrai plaisir sain pur. Absolument. On peut continuer. C'est de la grosse construction, pareil. Là. Ici, on voit qu'il y a comme du monde en background aussi. Là. Ça devait sentir weird une couple de semaines après. Ici, on a la peinture La Belle Dame sans merci, 1890. Là, on est encore ici dans le pur et dur, dans le romantisme. Ici, c'est du pré-raphaélisme, mais on est dans le fantasme d'un Moyen-Âge plus simple, plus beau, où les interactions entre les hommes et les femmes étaient plus simples. C'est aussi l'époque de la colonisation, hein, puis où il y a quelque chose dans la blancheur. Il y avait le fantasme d'un Moyen-Âge qui était complètement blanc, pur, chrétien. C'est l'époque où l'Europe s'affirme comme leader mondial. Leader mondial, mais aussi où naissent les théories raciales. Ouais. On va les coloniser parce qu'on est supérieur, puis on a un grand héritage de notre blancheur, puis de notre gloire. Puis ça, on représente le Moyen-Âge dans toute sa gloire, puis ça, c'est un Moyen-Âge qui n'existe pas. C'est un Moyen-Âge fantasmé qui est plus proche de la fantasy que du vrai Moyen-Âge. C'est quand même assez c'est weird, du D&D, ces affaires-là. Oui, exactement. Ça me rappelle, je sais pas si tu as vu Excalibur de 1983. Un classique, mais qui est absolument dans cette esthétique-là. Effectivement. Borman est ouvertement inspiré par cette esthétique-là. C'est quand il couche avec la fille en full plate, là, ça m'a tout à fait rire. Ben oui, là, ici, ça a l'air un petit peu plus concret. Là. Oui, là, on poursuit, c'est que de plus en plus, ce sont des mouvements réactionnaires et nationalistes qui commencent à s'approprier le Moyen-Âge. C'est l'idée, encore une fois, de jadis, notre nation était si grande et glorieuse, puis maintenant, la démocratie, le libéralisme, tout perturbait ça, puis on avait une langue pure, puis tout le fantasme. Et là, on a un exemple des Valkyries de Wagner, Richard Wagner, grand compositeur de musique romantique, mais aussi un féroce antisémite, un féroce nationaliste. Ah, je savais pas. Le compositeur préféré d'un certain Adolf Hitler. Bon, salut. Et là, on est ici, c'est intéressant parce qu'on a encore là un Moyen-Âge ici, c'est plutôt les anciens germaniques qui sont représentés, mais de façon complètement fantasmée. Là, ces casques-là n'ont jamais existé. En fait, c'est Wagner qui a popularisé l'idée des casques ailés. Okay. Ça n'a jamais existé, les casques ailés. Ça existe, genre, c'est une création du 19e siècle. Là. Fait qu'Astérix est antisémite. C'est pas penser de ça que je dis. Pas vrai. Mauvaise on peut continuer. On a ici propagande de la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis vont largement mettre à profit l'imagerie médiévale. Ils se présentent comme les nouveaux chevaliers teutoniques, les nouveaux chevaliers qui reviennent sauver une Allemagne qui a été perdue et qui a été perturbée par les Juifs, par la démocratie, par le libéralisme, par le capitalisme. Et nous, on ramène la gloire de l'Allemagne. Donc ici, on a une affiche de propagande où Hitler est représenté en chevalier avec une bannière. Puis les chevaliers, veulent pas, ils ont un code, ils ont de l'honneur. C'est ça. Tout le fantasme autour de la chevalerie. C'est beau, c'est ça. Exactement. Puis on sait que... une rune SS, en fait, il y a beaucoup de corps. Puis c'est là aussi qu'allait le drapeau au début, que c'est pas grave, on n'est pas tu vas l'avoir juste après.
Donc, les SS, qui est une rune viking. Donc là, on est dans un autre Moyen-Âge, celui des Vikings, mais ça reste quand même de la mise en fantasme du Moyen-Âge. Les recherches récentes montrent d'ailleurs que c'est drôle parce que montrent que les Vikings étaient beaucoup plus multiethniques qu'on le croyait. Oui, il y a quelqu'un qui a mis ça dans le chat tantôt. Oui, j'ai vu ça, on a aussi. trouvé, les tests d'ADN ont permis qu'on a trouvé des Vikings qui étaient des Asiatiques, qui étaient des Maghrébins. C'était des grands marchands, les Vikings. Avant d'être des guerriers, c'était des marchands puis des agriculteurs. Puis quand ils rencontraient du monde, tu te bats bien, toi? Il était avec nous autres. C'est plein de chicks chez nous. Voilà. C'est vrai que c'est... Ben, puis c'est vrai qu'il y avait probablement des jolies femmes, mais ça, c'est un autre débat. Puis des jolis hommes aussi. Les hommes scandinaves sont... En tout cas... Il y avait une plus grande marge entre... en tout cas, on y reviendra à un moment donné, donc voilà. Ici, c'est pas la... là, on a aussi la bannière de la Kriegsmarine. La marine... et en haut à gauche, c'est le symbole des chevaliers teutoniques. OK. Qui est devenu la croix de fer, le symbole aussi du royaume de Prusse. Mais à l'origine, c'est le symbole des chevaliers teutoniques. OK. Donc, on a encore la réappropriation. Ça te fait encore un mythe à récupérer de ça. Ouais. Ah, j'aime ça. Ici, on a une manifestation de l'extrême droite polonaise en 2017. J'en parle souvent, mais la Pologne et la Hongrie, notamment, ont des gros problèmes avec leur mouvement d'extrême droite. Ouais, ça, c'est un fait. Là. C'est drôle parce que quand Poutine dit « Ah, l'Ukraine, c'est tous des nazis », ils sont bien pires à gauche. En tout cas, je suis pas en train de dire que la Pologne est nazie, mais ont des gouvernements très conservateurs qui aussi ont de fortes mobilisations des nazis. Puis là, ici, on a juste devant la bannière, c'est écrit Deus Vult, Dieu le veut, en latin, qui était le cri de guerre des croisés. Donc, on est encore ici dans la logique de guerre contre les musulmans. Ben oui. Et juste à gauche, on a la croix en rouge, c'est la croix de Jérusalem. C'était le symbole du royaume de Jérusalem que les croisés ont construit quand ils ont envahi l'Orient pendant les croisades. Ils sont mêlés, hein, tabarnak. fait que non, mais c'est toute l'idée de la lutte contre les musulmans, puis on est les croisés modernes. C'est ça, on va reprendre notre capital moral, puis exactement. FN en arrière, nous on va, ça a l'air. Non, c'est de la sauce. J'ai pas l'impression que je vais m'entendre super bien avec ce monde-là. Ici, on a le coup d'État raté du 6 janvier 2021 à Washington, et on a ici des drapeaux des Templiers. L'ordre religieux militaire, encore une fois, du Moyen-Âge, des croisades. Donc, on a ici des gens d'extrême droite qui se promènent avec leur drapeau des Templiers où ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Vrai. Mais on a toujours cette tentative de récupération. Ils font partie de la gang pareil. C'est ça. C'est quand même assez particulier. On peut continuer. On a ici, pendant les émeutes de Charlottesville, oui. Good people on both sides. Exactement. Ouais. Et on a ici des gens qui ont des boucliers d'inspiration viking en cercle. À droite, on a un vieux symbole qui est souvent inspiré par des nazis. Sur les boucliers, on a des faisceaux. Ce que les Romains appelaient... c'est le symbole primaire du fascisme utilisé en Italie. C'est une croix entourée de bâtons de bois. C'est le premier symbole des fascistes en Italie. OK. Maintenant, c'est rendu un symbole parce que c'est un vieux symbole romain. Maintenant, ça représente les républiques. Donc, si vous voyez ça sur l'emblème français, c'est pas parce que sont fascistes, c'est que le symbole a été récupéré, perverti. C'est comme hashtag Save the Children. C'est plus la même affaire. Ah, voilà, je pense que c'est la même affaire. Il faut passer à la prochaine. On a encore une manif de l'extrême droite française. Donc là, on a hommage à Sainte Jeanne d'Arc, parce que Jeanne d'Arc est devenue, on va le voir dans une des vidéos, est devenue une figure centrale de l'extrême droite française, beaucoup de la droite catholique française. Il y a un gros lien entre l'extrême droite et les catholiques traditionnalistes en France. Ici, ils ne sont pas nombreux, les catholiques traditionnalistes. Il y en a une couple, mais ils ne sont pas nombreux. En France, extrême droite et catholiques sont profondément ancrés et souvent royalistes. Aussi, on le voit, il y a un drapeau royaliste. Bring back Saint-Louis, man. Oui, absolument, exactement. Des royalistes. C'est capoté, ça, cette image. On peut continuer. Et là, c'est ma réponse à tout ça, ce que je veux faire ce soir. C'est une ligue du grand Marc Bloch, qui est un grand historien juif, qui écrit son... Marc Bloch, c'est un peu comme le saint patron des historiens francophones. Oh, cool. Parce que c'était un historien juif de gauche qui a été arrêté par les nazis pendant la guerre parce qu'il était dans la résistance.
Et il a écrit son dernier livre en prison, il n'est pas complété d'ailleurs, qui est Apologie pour l'histoire au métier d'historien. Et il est exécuté par les nazis, le bras en l'air en criant « Vive la France ». C'est un peu comme devenu le saint martyr des historiens francophones. Genre que, tout le temps dans The Good Fight. Ouais, et il a dit, ce qui suit, je te laisse le lire. L'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Mais il n'est peut-être pas moins vain de s'épuiser à comprendre le passé si l'on ne sait rien du présent. Donc, en gros, il n'est pas vain d'essayer d'expliquer l'histoire à ceux qui comprennent rien du présent pour essayer au moins de créer du savoir un peu puis de combattre l'ignorance. Moi, je le vois comme ça. Ça me semble une très bonne job, mon bloc. Qu'est-ce que c'est, Team Bloc? On peut continuer? OK, là, c'est rendu le clip. Oui, je me souviens plus c'est lequel, juste par c'est l'extrême droite en Pologne. Oui, c'est un documentaire sur l'extrême droite en Pologne où on va voir plein de références au Moyen-Âge, mais en même temps, je voulais vous présenter à quoi elle ressemble, cette extrême droite-là en Pologne. Très valable comme réflexion. Merci, Max Laprise. Sur Twitter, moi, je vais en profiter pour aller rapidement à la toilette et je vous reviens. C'est leur 5e pèlerinage au monastère de Jasna Góra au centre du pays. Dans cette chapelle de la Vierge Noire, considérée comme la capitale spirituelle de la Pologne, ils sont accueillis à bras ouverts. Donc en Pologne, il y a aussi un gros lien entre l'extrême droite et l'Église catholique. Pologne, fondée au moment de la chute du régime communiste, compte quelques milliers de membres. Leur présence ici équivaut à une bénédiction. Donc là, on voit ici, c'est pas un symbole médiéval, mais c'est un symbole de l'Empire romain. Défendons l'Europe. Ce porte-parole de l'organisation nous a accordé une entrevue juste avant le grand rassemblement nocturne. Notre but, c'est le bien de la Pologne et de la nation polonaise. Nous voulons propager notre conception de la nation et notre nationalisme chrétien. Donc on voit tout le discours contre le libéralisme, contre la modernité, le retour à un monde ancien qui fait écho à ce qu'on parlait tout à l'heure. L'Europe exclusivement chrétienne. La crise des migrants et l'arrivée en Europe de centaines de milliers de réfugiés ont apporté de l'eau au moulin des organisations d'extrême droite. De l'eau bénite. Ceux qui veulent ouvrir les portes à un grand nombre d'immigrants, soit de l'Ukraine ou du Proche-Orient, agissent contre les intérêts de la Pologne et de la nation polonaise. Notre tissu national risque de souffrir si on a de grandes enclaves d'étrangers qui ne s'assimileront pas. Le 11 novembre dernier, fête de l'indépendance nationale, démonstration de force de l'extrême droite polonaise. Pendant la traditionnelle marche de l'indépendance, le pays et le monde découvrent l'ampleur du mouvement. À Varsovie, 60 000 personnes ont répondu à l'appel des groupes d'extrême droite. C'est un convoi, ça. Ouais. On voit que dans leur logo, il y a une épée, un pommeau d'épée. Moi, je spot les références. En grand nombre. Franchement, je suis content. Les étrangers ne sont pas la seule cible de prédilection de cette extrême droite. La jeunesse de la Grande Pologne fustige tout autant les minorités sexuelles. Un de vos slogans dit « Pas rouge, pas arc-en-ciel, mais une Pologne nationale ». Ça veut dire qu'un gay ne peut pas être un vrai Polonais? On n'enlèvera pas l'appartenance à la nation à quelqu'un juste parce qu'il a dit qu'il est gay ou lesbienne ou un autre type de travesti. Mais nous sommes contre ce type de comportement. Devant le monastère de Jasna Góra, un petit homophobe, groupe c'est est tout le venu monde qui est protester. homophobe. Le programme de cette organisation contient beaucoup d'idées homophobes, xénophobes et fascistes. Ce n'est pas compatible avec le christianisme. Malheureusement, ces idées sont de plus en plus présentes.
C'est aussi l'avis de ce politologue et journaliste franco-polonais. La dernière fois, 11 novembre, c'était choquant. Les mots d'ordre et les inscriptions étaient absolument inacceptables. C'était vraiment l'extrême droite. À l'Occident, très rarement on voit dans la rue ce type de racistes, xénophobes, mots d'ordre anti-européens, etc. Check-les. Mais selon lui, les sondages montrent que l'extrême droite joue un rôle marginal, entre autres au moment des élections. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est son influence sur le parti au pouvoir. L'influence de ce petit groupuscule est plus grande que leur potentiel numérique et électoral. Il y a une certaine influence sur le langage public. Il influence aussi les partis qui gouvernent, PiS, de M. Kaczynski. Le parti au pouvoir ne veut pas antagoniser ce groupuscule et une partie de la population qui accepte ce mot d'ordre. Il préfère, donc il n'y avait pas de confrontation de la police. La police a toléré même les scènes violentes. Le nationalisme exacerbé du parti Droit et Justice et de son gouvernement est plus présent que jamais aux commémorations de la catastrophe aérienne qui a coûté la vie au président polonais en 2010. Elles ont eu lieu tous les mois au cours des 8 dernières années. Le frère jumeau du président et tous ceux qui l'entourent croient toujours à un complot étranger contre la Pologne et ses institutions. Non, mais weird. Szanowni Państwo, to 96. marsz. Tyle marszów, ile ofiar katastrofy smoleńskiej. Si ces commémorations se sont toujours passées plus tôt dans le recueillement, il en est tout autrement pour les groupes d'extrême droite. Leur potentiel de violence n'est pas à négliger. On doit tenir compte du fait que les Polonais ne sont pas une nation pacifiste. Quand nous sentons un danger réel, nous nous levons pour défendre la Pologne et les Polonais. Une figure de style dans la bouche d'un jeune nationaliste ou bien une menace réelle de la part de ceux qui considèrent la Russie, l'Allemagne, l'ensemble de l'Union européenne et tous les réfugiés comme des ennemis du peuple polonais? L'histoire le dira. Tabarnak! C'est sûr, être parano, ça rend heureux. Née dans une famille paysanne des Vosges, elle entend des voix à 17 ans qui lui demandent de lutter contre les occupants anglais. Elle parvient alors à... Avant de parler de Charles Martel, je voulais donner un autre exemple. Donc, c'est l'exemple de l'appropriation de la figure de Jeanne d'Arc par l'extrême droite. Bon, voilà, il faut y aller. Née dans une famille paysanne des Vosges, elle entend des voix à 17 ans qui lui demandent de lutter contre les occupants anglais. Elle parvient alors à rencontrer le roi, devient chef de guerre, est finalement capturée et meurt sur un bûcher à 19 ans en 1431 à Rouen. Voilà, très résumé, l'histoire de Jeanne d'Arc. Depuis, elle est une figure populaire. Au cours de l'Ancien Régime ou de la Révolution, on se remémore son courage et son destin fascinant. Mais c'est à la fin du 19e siècle que son mythe, récupéré par les élites du pays, prend une dimension majeure. En 1870, la France est vaincue par la Prusse. Elle se raccroche alors à cette figure héroïque et martyrisée. La guerre de 1870, c'est vraiment un traumatisme pour la France, puisque c'est non seulement la défaite militaire, mais c'est aussi la perte de 3 départements à l'est de la France qui sont annexés par l'Allemagne. Selon les mots d'un nationaliste qui s'appelle Déroulède, Jeanne d'Arc devient la patronne des envahis, c'est-à-dire celle qui résiste à l'envahisseur. Et cette patronne des envahis va être récupérée à la fois ou défendue à la fois par la droite nationaliste et catholique, et aussi par la gauche républicaine et sensible à l'émancipation des couches populaires. C'est à cette époque que sont élevées de nombreuses statues de Jeanne d'Arc, et notamment celle-ci, située place des Pyramides à Paris, dont nous reparlerons un peu plus tard. Le culte de Jeanne d'Arc reste important au début du XXe siècle. En 1920, elle est même canonisée par l'Église, qui fait donc d'elle une sainte. Et la Troisième République instaure une fête nationale en sa mémoire, le 2e dimanche de mai. Il faut ensuite attendre la Seconde Guerre mondiale pour observer un regain de sa popularité, mais avec des visions contradictoires.
Elle est alors revendiquée à la fois par l'État français, c'est-à-dire le régime de Vichy et le maréchal Pétain, qui met en avant la figure de Jeanne d'Arc luttant contre les Anglais. Il y a une affiche célèbre de propagande après le bombardement de Rouen en 1944 qui montre Jeanne d'Arc au bûcher avec comme légende pour l'affiche les assassins reviennent toujours sur leurs crimes puisque le bombardement avait été fait par des Anglais. Et puis d'autre part, la figure de Jeanne d'Arc est bien sûr aussi revendiquée par le général de Gaulle et par la France libre qui voit en elle celle qui a résisté et qui a su mettre en déroute les... Comment on peut approprier un personnage historique des deux côtés. À l'issue de la guerre, la dévotion portée à Jeanne d'Arc s'atténue. Mais un homme va la faire à nouveau émerger dans l'espace politique, Jean-Marie Le Pen. À la fin des années 1970, il fait en sorte de s'accaparer cette figure nationale en organisant un événement annuel. Jean-Marie Le Pen a décidé de célébrer sa propre fête de Jeanne d'Arc. Alors, pas à la date prévue normalement, qui est donc le deuxième dimanche du mois de mai, mais le jour du 1er mai, qui est normalement la fête du travail. Et si Jean-Marie Le Pen a choisi cette date, c'est pour faire pièce aux syndicats qui défilent ce jour-là traditionnellement. Chaque année, des militants nationalistes se rassemblent donc ici, autour de cette statue dont nous parlions un peu plus tôt. Elle a donc été érigée à la fin du 19e siècle, ce qui tombe plutôt à pic. À la fin du 19e siècle, Jeanne d'Arc représentait la française saine, pure, issue de la paysannerie contre les francs-maçons, contre les juifs, contre les socialistes, contre les protestants. Contre tout le monde. Et finalement, c'est un peu cet imaginaire qui est repris. Il a l'air gentil. Jean-Marie, ouais, un bon gars. JML. Néanmoins, dans les années 2000, d'autres leaders politiques citeront l'héroïne française. Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal ou plus récemment, Emmanuel Macron. Jeanne est une femme. Il y a une volonté de retrouver un récit national qui ne soit pas laissé à l'extrême droite et qui ne soit pas non plus tourné uniquement vers la déploration, vers la pénitence, mais qui tourne aussi autour de la mise en avant de figures positives. Et de ce point de vue-là, Jeanne d'Arc est une figure tout à fait séduisante, intéressante, fascinante et qui continue d'inspirer à bien des égards. Cool, c'est cool ça. Donc voilà, et ensuite c'est la dernière vidéo et ensuite je reviens à Charles Martel qui est une vidéo sur de quelle façon on s'approprie le Moyen-Âge. Pas nécessairement l'extrême droite, mais de façon générale le phénomène d'appropriation du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il a bien abrité la construction de monarchies qui peu à peu s'étatise. En quoi est-ce que ce processus-là, il est différent de la construction des nations? Il y a plusieurs choses quand on a cette expression de généalogie mythique des nations. Je pense déjà, il faut bien voir que l'enracinement, il est historiographique. C'est-à-dire que ces questionnements, tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, ils ont du sens pour définir globalement une histoire partagée, à l'échelle, on va dire, de la chrétienté latine, donc de l'Europe de l'Ouest actuelle, parce que justement, ce sont des questionnements qui ne sont pas liés à l'historiographie nationale. Et là, il y a vraiment une nécessité, un enjeu pour nous. Quand on parle de Saint-Empire romain germanique, pour eux, c'est pas du tout pareil que la proto-nation française. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'on reste très souvent, on relie le Moyen-Âge à l'aune des histoires nationales contemporaines, et en particulier dans le cas français, de la grande geste de l'État, depuis la monarchie jusqu'à la République. Et tout est vu au prisme de l'État, y compris d'ailleurs chez des historiens comme Duby, où en fait son histoire de France, elle reste monarcho-centrée en quelque sorte. Donc il y a déjà il y a déjà effectivement une première mythologie en quelque sorte à combattre, me semble-t-il, vraiment. Il faut élargir pour comprendre le Moyen-Âge dans sa totalité, et la forme monarchique n'est qu'une forme parmi d'autres. À côté, il y a l'Empire, il y a les villes, il y a les destinées. Précoce, surtout en France et en Angleterre, mais pas tant que ça. Voilà, c'est une histoire, pour le coup, il y a une singularité là de l'espace de la monarchie française et de la monarchie anglaise, qui sont d'ailleurs pas superposables l'une l'autre, mais où la forme étatique a été précocement importante. Oui, Éric, Jeanne d'Arc a existé, ça, il n'y a pas de doute. On a les sources, on a les... Ça, c'est un premier niveau. Puis un niveau plus politique, sources, on a même le procès-verbal de son procès. Il n'y a pas de doute. C'est son appropriation. Que la chrétienté serait aux origines de l'Europe, et pourtant... Vraiment, et c'est aussi un des enjeux du livre, de montrer qu'il y a d'autres chrétientés. Oui, il y a une chrétienté latine qui a sa voix propre et spécifique, mais il y a une chrétienté grecque, il y a une chrétienté géorgienne, il y a une chrétienté éthiopienne. Et donc, parler de racines chrétiennes, ça a du sens à condition qu'on relativise l'appropriation du christianisme par l'Occident.
Et puis le dernier niveau, c'est celui que vous disiez, c'est la question de la généalogie des nations. Alors moi, par rapport vraiment à ce que vous disiez, je pense qu'on peut établir une généalogie des États pour le Moyen-Âge, mais l'État et la nation ne se confondent pas. Et l'histoire, c'est essayer de repérer justement dans la longue durée le moment où un État parvient à faire nation. À fabriquer une nation. Voilà. Ou à l'inverse. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas aller chercher dans le Moyen-Âge l'identité de la France ou de l'Angleterre. C'est pas la même chose. Qui se revendiquent comme nationales en Catalogne ou en Flandre, elles se revendiquent du Moyen-Âge. Mais pour le coup, là, ce sont des nations qui cherchent un débouché étatique. Le cas français, c'est l'inverse. Et dans le cas français, objectivement, aujourd'hui, personne parmi les historiens pourra dire qu'il y a une nation française constituée au XVe siècle. Certes, la guerre de 100 ans, dans le face-à-face avec l'Angleterre, on va dire, a posé des premiers jalons, mais qui concernent quelques élites. Et en fait, l'attachement, il y a un symbole parfait, l'attachement des populations, il est à quoi? Il est à la dynastie. Il n'est pas à la nation. Les gens, mettons, du Moyen-Âge en France, bon, c'est ça, Jeanne d'Arc ne se bat pas pour la France. Vous voulez dire que quand Éric Zemmour parle de la France de Milan, en fait, il raconte un peu n'importe quoi, ou de la France des gentes-dames et tout ça. Oui, parce que cette France, elle est en perpétuelle recomposition. Et on aurait dit à Jeanne qu'elle défendait la nation française, elle se serait étonnée. Elle défendait le roi de France. J'évoquais Éric Zemmour, je plaisantais à moitié parce qu'il a appelé son parti Reconquête. On peut terminer là-dessus. Évidemment, ce qui est convoqué, c'est l'imaginaire de la Reconquista. Justement de cette péninsule ibérique où les Arabes, les musulmans Charles Martel. On n'est pas loin de nous dire un peu, nous éclairer peut-être, là je parle au regard de l'historien, sur ce terme même de Reconquista qui en fait est très chargé. Ah ben complètement. C'est un terme du 19e siècle qui n'existait pas avant. Les médiévaux eux-mêmes qui vivaient une partie de ces phénomènes ne le voyaient pas comme tel. Donc c'est clairement une vision du 19e siècle et très ibérique, national-catholique. Enfin, je veux dire, c'est l'idéologie du national-catholicisme espagnol au 19e siècle, dont Franco a constitué l'aboutissement. Donc on est vraiment le quelque chose qui est très... depuis les années qui est le franquisme de la deuxième moitié du XXe siècle. Et quand même, donc on a ce bloc-là qui est très fort et qui est très connoté quand même idéologiquement. Et ensuite, sur le fond, en fait, l'inconvénient de ce terme, c'est que bien sûr qu'il y a une conquête chrétienne. Je dirais conquête plus que reconquête, parce qu'en fait, c'est une conquête d'espaces qui ont vécu pendant des siècles dans le cadre d'une autre société, d'une autre domination. Et ce qui est intéressant, c'est que les conquérants ont voulu eux-mêmes la faire passer pour une reconquête. C'est-à-dire qu'ils se sont posés, eux, alors qu'ils étaient très divers. Il y a plusieurs royaumes, il y a plusieurs séquences, il y a une complexité chronologique qui est assez forte. Et surtout, il y a une période... La guerre est toujours en interaction avec des séquences de paix, des échanges commerciaux, des transferts culturels. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique bloc contre bloc, civilisation contre civilisation. C'est vraiment complexe dans la longue durée. Et tous les historiens de l'Andalousie montrent à quel point, typiquement, c'est une terre de voilà, c'est-à-dire qu'en fait... Et puis, il y a eu des sacs et des ressacs des deux côtés, d'ailleurs, avec des périodes d'intolérance, des périodes de plus grande tolérance. Donc, ça écrase tout ça, cette vision par la reconquête, de manière vraiment excessive. Et puis, ça occulte la dimension idéologique de tous ces rois ibériques qui ont voulu effectivement présenter leur conquête comme le retour à l'Espagne du royaume visigothique avant la conquête arabe. Comme s'ils rentraient dans leurs droits. Voilà, mais ça c'est une entreprise de légitimation considérable et réussie d'ailleurs, puisque dans la longue durée, on a perçu ça comme une reconquête chrétienne. Mais en fait, c'est une nouvelle conquête chrétienne, parce que c'est la société chrétienne que mettent en place ces souverains, est complètement différente bien sûr de la société visigothique qui précédait la conquête arabe. Donc oui, c'est un terme très chargé, mais très contemporain en fait, plus que médiéval. Voilà, je constate que c'était peut-être niché un peu, mais je disais à quel point beaucoup de choses qu'on dit sur le Moyen-Âge sont des créations du 19e siècle et des remises en contexte liées à des idéologies particulières, comme au 19e siècle, le nationalisme espagnol a présenté l'invasion chrétienne de l'Espagne qui dure tout le long du Moyen-Âge comme une reconquête, comme si ça c'est à nous puis on le reprend, alors que c'est plus complexe que ça. C'était oui une conquête chrétienne, mais parler de reconquête, ça implique que ça nous revient de droit. C'est ça que c'était à nous autres avant. Ouais, c'est ça. Et là, on rentre dans mon sujet qui est parler de Charles Martel. Donc, on part du mythe que je vous ai évoqué tout à l'heure, partagé par l'extrême droite. Et ben moi, je vais démonter ce mythe-là. Le mythe central étant que Charles Martel a bloqué les invasions musulmanes et qui aurait représenté comme un corps uni de la chrétienté. Il aurait été le défenseur de la chrétienté occidentale contre les méchants musulmans qui voulaient envahir l'Occident. Et là, ben, je vais vous montrer que la réalité, et quoi qu'en dise l'extrême droite, c'est plus complexe que ça. J'aime ça.
Donc, 4e et 5e siècle, on a, je suis désolé, il faut que je parte de là, on a l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, ce qui permet à une multitude de peuples germaniques, notamment, de se partager le territoire, pour le faire très simple. Et là, je donne votre attention notamment aux Visigoths ainsi qu'aux Vandales, notamment, mais les Visigoths en jaune vont se rendre jusqu'en Italie et ils vont se rendre aussi jusqu'en Espagne. C'est la ligne jaune, hein? Ils vont se rendre jusqu'en Espagne. En Espagne, ils vont créer un royaume chrétien visigothique, de nature germanique, qui va un peu remplacer le règne romain qu'il y avait là avant. On peut continuer. Wow. C'est cool. Donc, on a ici une carte de l'Europe en 476, c'est-à-dire au moment de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Donc, en Espagne, on voit aussi l'espèce de bleu pâle, qui est le royaume des Visigoths, donc qui va de l'Espagne jusqu'à la moitié de ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Même peut-être venir toucher à l'Italie. Oui, ici, exactement. Hein? C'est quand même assez big, ça. Là. Donc, on peut continuer. Wow. C'est que ça, les Angles et les Saxons, les Bretons, ils sont partout. Tout le monde est partout. Ici, on a en 511. Donc, en 511, il y a un peuple au nord qui s'appelle les Francs. À ne pas confondre avec les Français. Donc, les Francs, c'est un peuple germanique à l'origine assez mal connu d'ailleurs, mais donc qui vient du nord-est de l'Europe et qui, à partir du 6e siècle, va commencer à se développer dans la région. Donc, c'est ici ce qui est en vert pâle. C'est une multitude de peuples qui, vers 511, va un peu se réunir sous le pouvoir d'un certain Clovis, qui est officiellement souvent présenté comme le premier roi de France. Bon, dans les faits, c'est le premier roi des Francs. Donc, ce peuple barbare-là, dit barbare par les Romains, qui va conquérir une partie de ce qu'on appelle la France aujourd'hui, aux dépens notamment des Visigoths. Des Visigoths, hein, donc c'est aussi, il est important parce que c'est le premier roi des Francs à être baptisé. Ah. Donc c'est le premier roi des Francs chrétiens, ce qui est important pour l'époque. C'est aussi souvent pour ça qu'il est présenté comme le premier, entre guillemets, roi de France. Ah ouais, il était backé pour son chum Dieu. Ouais, ben en fait, on a toute une histoire, mais en gros, sa femme était chrétienne. Ça passait souvent pour les femmes, la christianisation. Okay. Et il a dit ouais, j'ai perdu une bataille, mon Dieu, mes anciens dieux, ça n'a pas marché fort. Fait que, ok, je vais essayer ton Dieu. Je vais prier ton Dieu, le Dieu, puis il a gagné sa bataille. Puis, regarde, Jésus est de mon bord. Ça marche. Ça marche. Les preuves sont là. Ça marche. Oui, effectivement, Louis-Ada, donc tu as les Francs-Saliens, les Francs-Rhénans, il y en a d'autres aussi. C'est une multitude de peuples qui ont fini par être unis par le joug de Clovis. On peut continuer. Ici, on a le royaume des Francs en 628. Donc là, on voit que ça a largement progressé. Ça commence à ressembler à ce qu'on appelle aujourd'hui à peu près les limites de la France actuelle. À l'est, en Italie, on a le royaume des Lombards, qui est un autre peuple germanique qui a longtemps régné sur l'Italie. À l'ouest, on a la Bretagne, qui a été très tardivement inclus dans le royaume de France. Encore une fois, à l'époque, on ne parle pas de royaume de France, mais de royaume des Francs. C'est pas la même chose. Au nord, donc, on a les Saxons. En Angleterre, on a les Anglo-Saxons. Et là, le problème, c'est au sud-ouest, on a une gang de tannants qui sont d'origine franque aussi, mais qui refusent de se soumettre au royaume des Francs, qui est ce qu'on appelle le royaume d'Aquitaine. C'est ce qui est en rouge aujourd'hui. Donc, qui est un royaume indépendant. Et ce qui embête bien les Francs qui ont bien envie de se pogner cette place. On peut continuer. Ah ouais, hein? C'est peut-être de là que ça vient, parce que je sais que dans ce coin-là, les Basques, il y a des mouvements séparatistes. Là. Ah là, on est plus en Espagne, là. C'est pas... je pense que c'est une erreur. En tout cas, c'est ce que je vous ai dit tantôt, là, c'est comment les Visigoths se sont ramassés. Là, c'est beau, c'est correct, on peut... on l'a suivi tantôt, je comprends. Ouais, je pense que c'est moi qui ai mis la... Bon.
Là, on a comment ces Visigoths-là se sont établis graduellement en Espagne. Là, on a en 560, puis en 700, où ils se sont construits un royaume chrétien bien organisé. On peut continuer. La provincia, la reconstruction. Et là, on a... j'ai oublié c'est quoi le prochain? Excusez, je suis un peu mêlé. L'autre après celle-là? Ouais. Il n'y a aucun problème. OK, on peut-tu revenir? Bien sûr. Encore. OK, je t'ai mêlé dans mes notes, désolé. Aucun problème. Et c'est là que je fais entrer en ligne de compte Charles Martel. Lève-là, l'hostie. Charles. Donc, qui vient d'un nom germanique, Carolus, qui a donné Carolus en latin et qui est devenu Charles. Il est né en 688 dans la Belgique actuelle. Et son père s'appelle Pépin. Pépin le Gros ou Pépin le Jeune. Et Pépin est maire du palais. Maire du palais, c'est une sorte de premier ministre. Okay. À cette période-là, les Francs se sont construits d'un régime, ce que plus tard au 19e siècle, on a appelé les rois fainéants. C'est-à-dire un régime dans lequel le roi a très peu de pouvoir et où c'est l'espèce de premier ministre qui prend l'essentiel des décisions qu'on appelle le maire du palais. Le maire du palais. Pépin dans ce cas-ci. Qui est Pépin. Charles, il est le fils de Pépin. Il a déjà un fils à papasse. Oui, c'est ça. Non, un fils à Pépin. Donc c'est lui qui, de facto, règne sur le royaume. À la mort de Pépin, il y a une guerre civile. Là, je n'entrerai pas dans les détails, mais en gros, tout le monde se tape sur la gueule un peu pour devenir le nouveau maire du palais. Charles est arrêté, il est mis en prison pendant la guerre civile, mais il finit par s'échapper. Il remporte la guerre en 715. Il remporte la guerre civile et il prend le pouvoir sur les royaumes d'Austrasie et de Neustrie, qui étaient un peu comme deux entités. On les voit mal, là. En haut, c'est l'Austrasie et à gauche, c'est la Neustrie. C'est un peu comme des sous-régions du royaume qui étaient souvent en conflit ou séparées. C'est quand même gros, ça, là. Mais lui, il s'assure de les réunir sous son joug, sous le joug de son royaume. Il va aussi mener un certain nombre de conquêtes, notamment au nord, en Saxe. Il va mener un certain nombre de conquêtes au sud-ouest, aussi en Aquitaine. Donc, il va chercher à graduellement faire grandir son royaume. Hein? Son royaume, dont il n'est pas le roi. Donc, il va devenir maire du palais, encore avec des rois bidons, avec peu de pouvoir. Les rois fainéants. Oui, exactement. Mais le problème, et j'en reviens à l'Aquitaine, c'est un certain duc Eudes d'Aquitaine qui, lui, résiste encore et toujours. Au fédérateur. Ce qui le fait bien chier dans sa politique d'augmentation du territoire. Donc voilà, là, on peut continuer. Ça, on peut skipper. Ça, je l'ai dit. OK, là, on est revenu. Et là, il faut que je parle, à partir du 7e siècle, on a ce qu'on appelle l'émergence de l'islam. Et on a ici une carte là, qui présente bien l'expansion de l'islam. En rouge, on a les premiers au tout départ, hein, au 7e siècle. Puis, on a l'expansion ultérieure, un petit peu plus pâle orange. On a l'expansion entre 632 et 661. Ensuite, on a l'expansion en espèce de beige de 661 à 750. Et on voit l'expansion vers l'est, mais aussi, ce qui est important pour nous, l'expansion vers la péninsule ibérique. Jusqu'à la péninsule ibérique. Hein, l'islam a été une religion qui s'est étendue extrêmement rapidement pour plusieurs raisons. Notamment parce que c'est une religion qui est née au sein de peuples de guerriers. Donc c'était assez facile de prendre de l'expansion que les chrétiens qui étaient au départ beaucoup plus obsessionnellement pacifistes, quitte à aller se faire bouffer par des lions sans rien faire. Disons que les musulmans étaient plus dynamiques. C'est ça, prompt à aller porter la bonne nouvelle. Exactement. Il y a aussi le fait que ce qui a été
relever, c'est que l'islam, c'est beaucoup plus simple que le christianisme. Et je dis pas ça avec mépris, genre c'est cave comme religion. C'est simple à comprendre pour quelqu'un qui est hors. Okay. Le christianisme, t'as toute la profession de foi, t'as les saints, t'as les anges, t'as la Trinité, t'as la profession de foi qui fait 6 pages. Il faut que t'ailles 7 commandements avant la fin de ta alors vie. Puis là, puis pour devenir chrétien, il faut que tu te fasses baptiser, puis c'est compliqué à cette période-là. C'est mouillé! Non, mais c'est long et c'est compliqué de se faire baptiser à cette époque-là. Les musulmans, c'est pas compliqué, t'as juste à dire il n'y a qu'un seul Dieu et Mohammed est son prophète. Voilà, t'es musulman, bravo. Tu viens-tu de devenir musulman? Non. Il faut que tu te fasses circoncire aussi. OK, ça c'est réglé. Hein. Donc, si ça te tentait pas de te faire circoncire, tu pouvais devenir chrétien, mais si c'était correct avec la circoncision. Shit, adulte, man. Pourquoi dans le désert, ils veulent enlever ça? C'est de la protection? Ah, là, c'est un autre débat. C'est une autre affaire. Parfait. Donc, prochaine étape. Oui, prochaine... oui, désolé, j'étais... Et là, ben ça, c'est une image que j'ai déjà présentée. Donc là, ce qu'on va appeler l'Andalousie à l'Andalous, c'est le territoire que va occuper des troupes arabes, musulmans, mais aussi berbères, donc du nord de l'Afrique, qui vont occuper cette région-là. C'est gros, là, ça? Absolument. C'est un pays. Ben, il faut comprendre que pendant un certain moment, tu peux revenir à l'image précédente. Oui. Pendant une certaine période, le règne de ce califat-là va être de l'Espagne jusqu'à l'Iran. T'es au Pakistan, même. L'Afghanistan, ici, c'est assez loin. Là. Donc, évidemment, cet empire-là va se briser assez rapidement, mais pendant une certaine période, tu as un empire qui a sur à peu près tout le sud de l'Europe, le nord de l'Afrique. Ah oui, il est plugué sur le croissant fertile puis ses appendices. Et qui va créer une civilisation extrêmement riche. Je vais y revenir. Bon, okay. Là, on peut continuer. Donc, et là, on a ce royaume-là. Paradoxalement, il y a beaucoup de gens qui vont accueillir à bras ouverts les musulmans, qui les accueilleront pas du tout comme des envahisseurs. Parce que, premièrement, les musulmans ont une pratique de relative tolérance religieuse. Okay. Quand les musulmans, à cette période-là, rentraient dans une ville qui n'était pas musulmane, ils disaient « Tu veux pas être musulman, c'est correct, mais tu payes une taxe supplémentaire. » Plus le droit de rien faire. Non, tu peux faire tes petites affaires. Plus le droit de rien dire. Non, c'est ça. Tu peux faire tes... Non, mais il faut comprendre, évidemment... La taxe orange musulmane. Pour nous, c'est trash, mais pour cette époque-là, c'était extrêmement tolérant. C'est ça, je comprends. T'as une taxe supplémentaire que tu dois payer si t'es pas musulman, mais tu peux faire tes petites affaires, on t'achalera pas trop, tant que tu ne fous pas la merde pis que t'essaies pas de nous empêcher d'être musulman. C'est ça. Mais ferme ta gueule pis ça va bien aller. Mais pour l'époque, c'est extrêmement tolérant. Par rapport aux Visigoths qui étaient là avant, les chrétiens, qui étaient extrêmement violents, notamment à l'égard des Juifs. OK. Au 8e siècle, au 7e siècle, pardon, on a des cas bien montrés de pogroms, c'est-à-dire des violences organisées systématiques contre des Juifs. On a des... Il me semble que j'aime ce mot-là, cette valeur, ce soit de quoi de dégueulasse. Ouais. Il me semble que c'est un beau mot, mais c'est dégueulasse. On a beaucoup de cas de baptême forcé dans la rue, où les Juifs sont forcés à accepter le christianisme. Même que le pape a dû intervenir pour interdire les baptêmes forcés. Parce qu'il était comme là, les gars, calmez-vous là. Vous êtes bien fins de vouloir baptiser tout le monde, là, mais. C'est pas de même ça marche. C'est pas de même ça marche. Donc, les Juifs ont accueilli à bras ouverts ce qu'ils percevaient comme une libération, en fait. Des Visigoths qui étaient beaucoup trop trash. Hey, c'est capoté, hein? Déjà, les trois religions monothéistes sont comme en train de se passer à POC pour être à saule les unes avec les autres. Ben, les Juifs sont juste comme tout le temps à manger de la merde des autres. Oui, effectivement. Mais les musulmans étaient beaucoup plus tolérants à l'égard des Juifs qu'ils l'étaient que les chrétiens. Voilà. Aussi, à cette période-là, et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup être repris dans la propagande d'extrême droite, c'est de dire « Ah, les musulmans voulaient envahir l'Europe. » Ben oui, ben c'est ça que tu disais tantôt, là, ils se chargeaient. Premièrement, on n'a aucune preuve qu'il y avait des projets d'invasion quelconque. Deuxièmement, c'est vrai qu'ils menaient des raids. Ils faisaient des petites attaques, mais c'était ça, des petites attaques. On va aller piller un monastère, on va aller à une ville, on va aller voler des richesses, puis on va s'en aller. C'était surtout ça qu'ils faisaient, en fait. Okay. C'était des séries d'attaques ponctuelles.
comme on voyait un peu partout en Europe avec les Vikings, je vais en reparler, mais par exemple, c'est une période un peu de chaos politique après la chute de l'Empire romain. Fait il y a plein de monde un peu partout qui se tape sa gueule, se vole des richesses parce qu'il n'y a pas d'État centralisé. Ben oui, il n'y aura pas de chicane, il n'y aura pas de punition. Non, ben c'est ça. On peut continuer. C'est pas correct, là, quand même. Hein? Donc, c'est ça. C'est l'une de ces... une carte de ces attaques-là. Donc, on a plusieurs flèches ici, des grands raids qui ont été menés un peu dans cette région-là. Et effectivement, le plus au nord, ils vont réussir à se rendre, c'est Poitiers. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose sur cette bataille-là, je vais y revenir, tellement qu'en français, on dit la bataille de Poitiers, puis en anglais, ils disent la bataille de Tours. Qu'il y a une coupe à peu près 200 km entre les deux. Ça a-tu rapport avec l'autre qui avait sur le gun tantôt, là, 460? Poitiers, c'est la même bataille. Okay, c'est mais juste pour dire à quel point on est peu de détails sur cette bataille-là, c'est qu'on est même quelque part entre les deux, mettons. Okay. Donc, c'est effectivement le plus au nord où ils vont mener des attaques, mais rien ne nous permet d'affirmer que c'était une force d'invasion. Ils étaient trop peu nombreux. C'était des attaques qui menaient, puis ben, quand tu as pillé le monastère au sud, ben là, tu vas à lui qui est un petit peu plus au nord. Là-bas, là, on va aller chercher Saint-Régine. À un moment donné, c'est ça. Donc là, il n'y a pas d'idée de grande attaque des musulmans contre l'Europe chrétienne. C'est une gang de gars qui font des attaques comme on faisait beaucoup partout. Tout le monde fait ça. Juste des petites attaques. Là. On peut continuer. On peut continuer. Bon. Je voulais donner un exemple. À cette période-là, toutes les attaques auxquelles on assiste un peu partout en Europe de divers peuples, le type de pillage que je parle là. Affaires-là. Ok, oui, je comprends. Donc, en orange, on a les Vikings, qui sont un peu les vedettes du pillage à cette période-là, mais qui font exactement la même chose que les musulmans faisaient. Regarde, ils ont pillé l'Angleterre, l'Irlande, la France, ils sont allés en Espagne, ils sont allés en Italie, ils se sont rendus jusqu'à l'est dans l'Empire byzantin. Ils ont tout fait, là. Oui, c'est capoté. Ça, c'est quoi? C'est qu'il y a des fleuves qui permettent de passer de... Ouais. Aïe, aïe. C'était des excellents navigateurs. Ben oui. En mauve, on a les Magyars, qui aujourd'hui qui ont donné la Hongrie. OK. Mais c'était un peuple aussi de cavaliers qui menaient des pillages et qui foutaient le trouble un peu partout en Europe. En bleu, en bas, on a ce qu'on appelle, au Moyen-Âge, j'appelais les Sarrasins, donc c'est des musulmans. Mais les musulmans étaient présents aussi en Italie et en Sicile. Et ils menaient aussi des raids un peu partout en Méditerranée. C'est ça, la job. C'est ça. Oui. Finis ta soupe si tu veux être un bon raid, faiseur de raid comme ton papa. Ben, exactement. Donc là, c'est pour ça que je parle de ça. C'est important de démonter l'idée que il y a le grand assaut des musulmans. Non, tout le monde se tape sa gueule. Il n'y avait pas de grand complot des Vikings pour vikiniser le monde. T'sais. Ouais, fait que déjà, mettons, ça enlève... ça diminue de beaucoup le fait que c'était une volonté d'expandre le territoire. Et il n'y avait pas d'aspect religieux. C'était pas on veut aller rendre l'islam partout. Non. On veut du cash. Parce qu'on a un système politique qui fonctionne sur plus tu as de pillage, plus tu es un roi puissant. Ouais. Puis ça, c'est un aspect important, le fait qu'ils ne voulaient pas expandre leur religion nécessairement. Ben, je veux dire, ils n'étaient pas contre, mais c'était pas comme un grand projet. C'est ça. C'est pas, on va pas te baptiser de force non, comme d'autres faisaient. Là. Exactement. OK. Je pensais que tous les chrétiens étaient gentils puis les musulmans étaient tout le temps méchants. Ici, ça me semblait important parce que là, on a l'idée, les méchants musulmans barbares contre les bons musulmans chrétiens. Okay. Mais à cette période-là, on est en plein 8e, 9e, encore jusqu'au 10e siècle, ce qu'on appelle l'âge d'or islamique. Okay. Qui est une période d'avancée incroyable. C'est une civilisation hyper passionnante, mais aussi hyper avancée sur le plan intellectuel, scientifique, religieux. Ici, on a un manuscrit, je les note, un manuscrit cette version-là est une copie du 13e siècle, mais l'original vient du 9e siècle. C'est un œil, c'est les vaisseaux de l'œil. C'est un traité médical du 9e siècle. Sur les qui est assez accurate. Avec le nerf comme vers le haut, avec la cochlée puis tout ici, là. Évidemment, il y a... shit, hein? Donc, il faut comprendre que à ce moment-là, le monde musulman est un peu le carrefour des civilisations parce que contrairement à l'Occident, dans l'immédiate chute de l'Empire romain, eux, ils ont gardé les textes de l'Antiquité. Ils les ont traduits en arabe. C'est beaucoup grâce aux Arabes et aux musulmans qu'on a les textes grecs. Les textes grecs et romains parce qu'eux, ils les ont conservés puis ils les ont traduits.
D'ailleurs, l'extrême droite va souvent se fâcher quand tu vas dire ça. Ils vont trouver plein de théories du complot pour dire « Oh non, il y avait des textes à telle place qui avaient été gardés. Non, c'est grâce aux musulmans. » En blanc, on a géré, là, pas besoin d'eux autres. C'est ça. Non, les musulmans nous ont offert une multitude de traductions. Et après ça, les théologiens du Moyen-Âge, par exemple, ou les scribes, ont traduit de l'arabe au latin. Souvent, ils parlaient pas grec, ces gens-là, fait qu'ils passaient par l'arabe, puis à un moment donné, ils ont fini par apprendre le grec. Là. Mais, donc, c'est ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une civilisation exceptionnellement lumineuse avec des traités, nombreux traités médicaux, d'astronomie, de mathématiques. Tout ce qu'il y a Al dans le nom nous vient des Arabes, là, notamment l'algèbre. C'était des grands mathématiciens. C'est grâce par leur intermédiaire qu'on a eu ce qu'on appelle aujourd'hui les chiffres arabes. Bon, ils sont allés les voler aux Indiens, mais ils ont beaucoup développé les mathématiques indiennes. Donc c'est une civilisation extrêmement lumineuse, c'est ce que je veux. Donc on n'a pas l'idée des bons et des méchants, lumineux, méchants. Bon, non. Voilà. Ici j'ai 2 extraits. Un de Voltaire en 1776. Voltaire, lui, c'est intéressant parce que il allait même jusqu'à dire « Ah, ça aurait bien fait que les musulmans nous aient envahis. On aurait été moins dans l'obscurité, nous autres. Les musulmans nous auraient apporté leur lumière. Versus lui, ce qu'il percevait comme l'obscurité médiévale. Les musulmans, ils nous auraient sauvés. » Je te laisse le lire si tu veux. Le calife fit fleurir les arts agréables et utiles, attira les gens de lettres, composa des vers et fit succéder dans ces vastes États la politesse à la barbarie. Sous lui, les Arabes, qui adoptaient déjà les chiffres indiens, les apportèrent en Europe. Nous ne connûmes, en Allemagne et en France, le cours des astres que par le moyen de ces mêmes Arabes. Donc, des grands astronomes aussi. Et plus bas, ici, on a ses contemporains. Jérôme Bachet, c'est un excellent historien, un livre publié en 2006, qui revient sur cette question-là. Je te laisse le lire. La prospérité de l'islam et ses réussites culturelles et intellectuelles, longtemps nettement supérieures à celles de l'Occident, se manifestent avec évidence si l'on souligne l'ampleur des emprunts que les chrétiens du Moyen-Âge ont fait au monde arabe. Donc, voilà. Oui, alambic, c'est de l'arabe, mais pas allemand, par contre. Effectivement. Donc là, on en revient au problème de Poitiers. Donc, on a les campagnes de pillage, que je le disais, et qui s'enfonçaient de plus en plus dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Mais là, qui on avait, que je vous ai mentionné tantôt? Le duc Eudes d'Aquitaine, le gars qui résistait à Charles Martel, qui voulait pas se faire envahir. Tu sais, mon Aquitaine, mon choix, là. Mais là, lui... C'est niaiseux. Excusez. Pas de problème. Tu m'as eu, là. Lui, il a pas eu le choix à mener de dire « Hey, Charles, tu veux-tu venir m'aider, s'il te plaît? » Il arrête pas de venir piller mes monastères, mes villes. Puis là, je sais plus quoi faire. Je suis tanné. Et Charles, lui, il s'est pas dit... Hey, yes, je vais aller combattre les méchants musulmans. Lui, il était comme, alright, c'est l'occasion d'aller chercher l'Aquitaine. C'est ça, d'unir. Il en avait rien à torcher des musulmans. Lui, il voulait l'Aquitaine, puis là, l'Aquitaine me demande à l'aide, puis j'arrive comme un sauveur. C'est parfait pour essayer de prendre le pouvoir. Officiel. Donc, en 732, peut-être 733, on n'est pas sûr, à Poitiers, il y a une bataille importante qui est l'une des plus grands raids organisés par les musulmans, que Charles Martel va gagner. On sait très peu de choses sur la bataille en elle-même, parce qu'à l'époque, elle est considérée comme... Aujourd'hui, c'est drôle parce que l'extrême droite le présente comme cette grande bataille incroyable. À l'époque, tout le monde s'en torchait de cette bataille, dans le sens que tant les écrits chrétiens que musulmans sont comme « Ouais, il y a eu cette bataille-là. » C'était comme bof. On a perdu, on l'a dans les écrits arabes, là, on a perdu cette bataille-là, mais c'était comme une petite bataille. Puis, c'est ça, c'est pas plus important que ça. Ça peut être compréhensible que du côté des perdants, ils essaient de diminuer la valeur ou la grosseur de la bataille, mais si du côté des gagnants aussi, c'était comme pas plus de chroniques ou on les a battus, ça a bien fait, mais tant mieux, puis c'est fini. Ok, je suis. Mais on sait à peu près rien sur la bataille en elle-même. Là, il y a beaucoup des fouilles archéologiques qui ont été menées, mais on sait pas. On sait qu'elle a eu lieu, mais on n'est même pas certain d'où. Fait que donc voilà. C'est même pas une mort. C'est quoi la prochaine? Ok.
Donc c'est ça. Tant les sources musulmanes que chrétiennes s'entendent pour dire qu'il s'agit d'une bataille assez mineure. Et il faut attendre, à partir de cette période-là, Charles Martel va en profiter pour essayer de s'approprier l'Aquitaine graduellement. Mais il va pas s'attaquer aux musulmans. Moi, tant qu'ils sont ramenés au sud, là, parce que là, on a en bas, là, Marche d'Espagne. Eux autres, ils restent dans ce coin-là. Cette région-là va être conquise par Charlemagne juste au 8e siècle, un petit peu plus tard. Okay. Lui, il veut l'Aquitaine, puis c'est juste en 759 que la présence musulmane va complètement renvoyer de l'autre côté des Pyrénées. Okay. Donc c'est assez tard. Donc ça montre qu'il n'y avait pas un grand projet de vite, il faut complètement les renvoyer, puis c'est... Ouais, c'était pas comme... De la manière qu'ils nous l'ont présenté, c'était le gars qui avait sorti les ethnies du pays pour le rendre plus peu pis tout, mais là, c'est pas ça fuck all qui est en train de se passer. C'est le fils de Charles, Pépin le Bref. Pépin le Bref parce qu'il était petit. C'était Pépin de père en fils, c'est un nom bien populaire chez les Francs, Pépin. Pépin. C'est son fils, donc Pépin, qui va les éjecter éventuellement dans le grand processus de conquête qu'ici on voit jusqu'en 814. Là. Donc, ce qui est le plus foncé, c'est ce qui est en haut. Le vert plus foncé, c'est en 481. Et tout le vert, c'est à la fin du règne de Charlemagne en 814. Okay. Donc, c'est un processus d'expansion territoriale sur plusieurs générations qui n'est pas une question de musulmans, de chrétiens, de juifs. Ouais. C'est une question d'expansion territoriale, comme plusieurs royaumes à cette période-là sont en train de se construire. On voit la même chose en Angleterre avec le roi Alfred le Grand, à peu près à la même période, qui va, lui, éjecter les Vikings, qui avaient établi des colonies puis des royaumes en Angleterre. Et qu'il va faire un peu la même chose. Il va réunifier l'Angleterre en éjectant les gens qui faisaient des raids ou des invasions. Wow. Quand Charles intervient, donc je l'ai dit, il intervient en Aquitaine, c'est pas pour c'est pour imposer son hégémonie sur la région. Puis on comprend donc pourquoi c'est pas le grand chef chrétien, il tue sans distinction des chrétiens, des juifs, des arabes, parce que d'ailleurs on a même des gens d'Aquitaine, des chrétiens, qui vont s'allier aux musulmans contre Charles. Ah shit, hein? OK. On veut libre chez nous. On veut garder notre Aquitaine à nous autres, puis ça montre, c'est pas les musulmans qui nous menacent, c'est Charles qui veut venir s'approprier puis étendre son royaume. Le raid d'eux autres, c'était juste cute. C'était chiant, là, mais toi, c'est OK. Toi, tu veux vraiment t'approprier à la place. Fait qu'il va y avoir des alliances et Charles va, sans grand problème, se battre contre ces chrétiens-là alliés aux musulmans qui vont se rebeller contre lui. Parce que ces chrétiens-là, ils vont se rebeller notamment contre le duc Eudes, qui est un peu présenté comme un traître. C'est lui qui a choqué puis qui a demandé l'aide de Charles. Puis il a un peu vendu l'Aquitaine. Ouais, c'est ça. Aussi, l'autre truc que je voulais expliquer, c'est que là, on a l'idée du Charles comme grand chef chrétien, mais à la même période, Rome est attaquée par des barbares. Qui essaye à piller Rome. Puis à Rome, qui on a? On a Tchomé le pape. Et qu'est-ce qu'il fait, le pape? Il va caler Charles pour lui dire « Yo, toi qui se prends pour un grand chef chrétien, tu peux-tu venir m'aider? » Charles, il est pas allé. C'est encore lui, ça. Il a pas répondu. Il l'a ghosté. Il l'a left on view. Il l'a ghosté. C'est excellent. Et le pape lui a renvoyé ensuite cette réponse-là en 733. Quoique nous nous soyons adressés à vous, très excellent fils, nous n'en avons reçu jusqu'à présent aucune consolation. Nous craignons qu'il ne vous soit imputé à péché, car on nous insulte et l'on dit que Charles, en qui vous avez mis votre refuge, vienne avec l'armée des Francs, qu'ils vous secourent s'ils peuvent. Quelle douleur nous perce le cœur à ces reproches, voyant des enfants si puissants ne faire aucun effort pour défendre leur mère spirituelle, la Sainte Église de Dieu. Donc c'est la lettre du pape Grégoire III, donc il lui dit en cran, on t'a demandé de venir nous aider, t'es pas venu, t'es-tu vraiment un bon chrétien? Puis là, ce grand personnage-là que l'extrême droite présente comme le défenseur de la chrétienté, il a ghosté le pape. Il a ghosté le pape, tabarnak, mais ça c'est un pape acheté. Il était dans le Deep State, Grégoire. Ça replace les lettres là, différemment, là, ça fait QAnon.
pendant ce temps-là, tu sais, je parlais tantôt des rois fainéants, là, tu sais, Charles, c'est un maire du palais, puis tout. Mais lui, il a tellement grandi son royaume qu'il s'est dit, non, man, j'en nommerai pas d'autres. Genre, je m'arrangerai pour qu'il n'y ait plus de roi, puis que ça pourrait comme être... Ben oui, pourquoi? À quoi que ça sert? C'est ça, à quoi que ça sert, justement. Et là, il va fonder une nouvelle dynastie. C'est là qu'on va passer de la dynastie des Mérovingiens au... ben ça, on va y revenir. Désolé. On va passer des Mérovingiens au... Ouais, tu peux revenir, en fait. Avant? Encore avant? Ouais, restez là pour l'instant. C'est là qu'on va passer du règne des Mérovingiens, qui était cette dynastie-là des rois là, qui issus de Clovis, mais qui ont fini par plus faire grand-chose. Et on passe à une nouvelle dynastie, qui est celle des Carolingiens, qui est du nom, en fait, du fils... qui est du nom de Charles Martel, qui va créer cette dynastie. Son fils, Pépin le Bref, va devenir roi, le premier vrai roi de cette dynastie-là. C'est ça, c'est fini les rois fantômes, là. Et après lui, va venir Charlemagne, qui lui va être le grand gars qui lui va créer va reconstituer, en guillemets, l'Empire romain en Occident. Donc là, tout ce qui est en vert va constituer de toutes les teintes, va constituer son empire. Ça commence à être gros, là, t'en as dû... ce qui inclut donc... il est revendiqué à la fois par l'histoire allemande et l'histoire française. Ouais, c'est ça, c'est big, là. Jusqu'à dépasser Rome. C'est ça. Je checkais de Rome à Paris, c'est ça. Bon, t'as-tu un spot pour moi? Hein? Puis, c'est aussi pour ça, regarde, on voit bien sa volonté d'acquérir du pouvoir dans le fait qu'il se soit nommé roi ou qu'il ait fait en sorte que son fils devienne le roi au lieu d'avoir un autre roi bullshit. Bon, bien que lui, il était dans une game politique. Ouais, on sent pas ben, d'aller ghoster le pape, là, t'es pas très, très chrétien, là. Ok, ça je l'ai dit. Ok, on peut avancer. Voilà, ok. C'est parce que le duc... c'est drôle parce que dès l'époque, on commence à avoir des critiques, déjà chez les chrétiens, contre Charles Martel. En fait, il y a une légende noire de Charles Martel, parce que pendant ses travails de conquête, il a pillé des monastères. Pourquoi pas? Ce qu'un bon roi chrétien n'est pas vraiment supposé faire. Et il a tué. Donc là, on a, au milieu du 9e siècle, dans une vie de saint, la vie de saint Eucher, qui dit ceci. C'est parce que le duc Charles, père du roi Pépin, fut le premier entre tous les rois et les princes des Francs à séparer et prendre les biens de l'Église, que pour cette cause il est damné éternellement. Donc là, au Moyen-Âge, on considère littéralement que Charles Martel est en enfer, parce qu'il a tapé sur la gueule de l'Église peu trop. Donc là encore, tout le mythe du grand roi chrétien, en tout cas, il ne croyait pas au Moyen-Âge. Ouais. Par contre, à partir du 19e siècle, en Europe, tu sais, tout dans la construction nationale que j'ai mentionné avec Jeanne d'Arc et Charles Martel, il commence à avoir un revirement de situation où là, Charles Martel revient à la mode. On commence à considérer que c'est un bon gars qui a construit la France. Bon. Et là, on a François-René de Chateaubriand, un grand auteur du 19e siècle qui était aussi férocement réactionnaire, qui écrit ces choses. Les croisades furent de justes représailles contre des peuples qui avaient attaqué les premiers des peuples chrétiens. Les morts que Charles Martel extermina justifient les croisades. Les disciples du Coran sont-ils demeurés tranquilles dans les déserts de l'Arabie et n'ont-ils pas porté leurs rois et leurs ravages jusqu'aux murailles de Delhi et jusqu'aux remparts de Vienne? Il fallait peut-être attendre que le repère de ces bêtes féroces se fût rempli de nouveau. Et parce qu'on a marché contre elles sous la bannière de la religion, l'entreprise n'était ni juste ni nécessaire. Donc, en gros, ce qu'il est en train de dire, il faut comprendre, il parle de Vienne, c'est à l'époque de la puissance de l'Empire ottoman, qui était au plus loin en Europe jusqu'à Vienne. C'est là qu'ils ont été l'Empire ottoman, qui lui était réellement impérialiste et colonisateur, mais ça, là, on est dans une autre période, on est au 18e siècle. Ouais, je comprends. Mais là, on voit le revirement de situation. On est aussi à la période de colonisation, peu à peu, où on commence les processus de colonisation, où il faut dire que les musulmans, c'est des barbares, c'est des bêtes sauvages, puis que nous, on a le droit de les coloniser. On a le devoir. On a le devoir, parce que la colonisation va s'entourer systématiquement d'une légitimation religieuse. Nous, premièrement, on vient leur apporter la vraie religion, puis en même temps, ils ne sont pas vraiment civilisés. Fait que là, c'est là que Charles Martel va commencer à être utilisé à des fins politiques pour dire à lui, ça a été le premier qui a compris. Ouais. Essayer de repousser. OK.
Fait que ça, c'est lui, là, François René, qui a ramené la sauce Martel. Là. Ouais, ça, j'y viens, ça sera pas long. D'ailleurs, Voltaire, que je parlais tout le temps, il va présenter Charles Martel comme une espèce de barbare qui a maintenu la France dans l'obscurantisme. Donc là, on a les deux points de vue encore qui existent au cours du 18e, 19e siècle, mais peu à peu, l'espèce d'esprit nationaliste va emporter. Hey, les héros français piétinés par la gauche, check ça. Ouais. Notre histoire massacrée dessus, fucking niaise, bébiche. Puis, comme je disais, la situation va changer dans les années 90 quand plusieurs mouvements de droite et d'extrême droite abandonnent un peu l'antisémitisme pour se mettre à l'islamophobie. Et donc voilà. Et c'est là que Charles va réellement devenir une espèce de héros de la civilisation européenne, libre, démocratique, qui s'est opposé à ces barbares islamistes. Donc là, on met tout en même temps. Genre, donc là, Génération Identitaire, c'est un groupe de jeunes d'extrême droite. C'est un poster qui mettait un peu partout. Donc 732 Poitiers t'en ont parlé. Valeurs Actuelles, qui est une revue d'extrême droite, qui est très drôle. Aujourd'hui, c'est sorti sur Twitter, qui est en difficulté financière. Ils sont comme, donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. Puis là, tout le monde est comme, allez chier. C'est vraiment, Valeurs Actuelles, c'est de la sauce d'extrême droite pure et dure. Là, ouais. Qui s'appelle Valeurs Actuelles. C'est toujours très drôle. Et là, on a un gros Charles Martel sur le top, présenté en gloire avec son marteau en train de tuer des musulmans. Je m'en viens vous sortir du péché. Exactement. Et là, c'est la gauche qui nous empêche d'avoir nos héros nationaux comme Charles Martel. Tabarnak, c'est niaiseux. On peut continuer. On est ici en 2012. Génération Identitaire qui vient occuper une mosquée qui était en train... En fait, c'était un chantier qui construisait une mosquée. Ils sont allés l'occuper. Et là, on l'a pas, mais qui... 732, juste à gauche, ici. Ouais. Donc, en gros, nous, on vient se battre contre l'invasion musulmane. Gang de et là, c'est pendant cette période-là aussi qu'on a des gens comme Guillaume Faye, un militant d'extrême droite, qui va appeler à une guerre ethnique contre les musulmans. Ça explose au cours des années 90. On a des gens comme Tarrant, donc le gars qui a fait l'attentat en Nouvelle-Zélande, qui va plugger Charles Martel sur son gun, mais aussi dans son manifeste. Ça va s'accélérer aussi 11 septembre 2001, nécessairement. Ben oui, les musulmans sont devenus définitivement des méchants. Là. Ouais. Ça, j'ai oublié de le mentionner. Puis dans les années 70-80, en France, il y a un groupe qui s'appelle le groupe Charles Martel, qui est un groupe d'extrême droite. Qui a l'air gentil. Donc, on peut avancer. OK, voilà. L'un des grands risques ici, c'est souvent même des gens qui vont parler des événements de Charles Martel, même qui ne sont pas d'extrême droite, qui sans s'en rendre compte vont rentrer dans un discours d'extrême droite, par exemple en parlant de sans distance critique de la bataille de Poitiers comme le point, et on l'entend souvent dans les manuels scolaires, pas du tout de droite, là. C'est là que Charles Martel a arrêté les musulmans. Ça implique qu'il voulait aller plus haut. Ça implique qu'il voulait envahir. Je comprends. On va parler d'invasion musulmane. Même dans les manuels scolaires, genre grand public, pas d'extrême droite du tout. Mais même ça, c'est une twist qui laisse sous-entendre des affaires qu'il faut être prudent. Non, bataille de Poitiers, c'est une bataille dans laquelle un raid important musulman a été arrêté. Voilà, c'est pas plus que ça. Il n'y avait pas de visée d'aller. Je comprends que la nuance est importante. Puis je comprends qu'il y a des gens qui peuvent être tentés d'étouffer cette nuance-là. Oui. Le mythe contemporain de Charles Martel s'appuie beaucoup sur un concept qu'on appelle celui de lutte des civilisations ou de choc des civilisations, qui est l'idée selon laquelle l'islam et la chrétienté formeraient deux civilisations distinctes comme en lutte éternelle et qu'il n'y aurait comme pas aucune façon pour eux de s'entendre. Genre, Poitiers, c'est comme le premier événement qui marque une bataille existentielle qui jamais va s'arrêter avant que l'un ou l'autre l'emporte. Ouais.
Et c'est le concept de lutte. Et ici, on a une carte là, de cette théorie-là. C'est Samuel Huntington, en 93, un politologue qui a publicisé, rendu populaire cette... Oui, effectivement, je veux le souligner. Pierre souligne que Génération Identitaire est un parti qui a été interdit pour menaces terroristes en France. Puis MBC est très proche des leaders de ce truc. On parle de Mathieu Bock-Côté. Oui, Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté qui est aussi proche du Front National et de Valeurs Actuelles. Donc c'est un peu comme toute la même gang. Là. Tabarnak, c'est allé vite. Donc on a l'idée qu'il y a une lutte. Et là, lui dans sa théorie qui est maintenant abandonné par la plupart des chercheurs, présente plusieurs grandes civilisations. Là, en rouge, on a ce qu'il appelle la civilisation chrétienne ou occidentale, qui est essentiellement l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, puis l'Australie. Okay. Puis il oppose à ce qui est en jaune, l'islam, qui est comme deux civilisations impossibles, qui ne peuvent pas cohabiter, qui sont incompatibles et qui sont en lutte perpétuelle les uns avec les autres, qui est évidemment une simplification à outrance de l'histoire. Effectivement. Puis Huntington prétend que depuis la fin de la guerre froide, ce sont ces identités culturelles-là qui engendrent les conflits dans le monde et qui s'arrêteront jamais. Il n'y a comme pas vraiment d'envisage. Il n'envisage pas vraiment d'espoir. Et on entre là-dedans nécessairement aussi l'idée du grand remplacement, que tu as souvent parlé ici. L'idée qu'il y a un grand complot pour remplacer les Blancs. On prend de l'immigration bronzée, là, puis à un moment donné, c'est fini les Québécois de souche. On va tout manger cachère. Ouais, cette idée de grand remplacement est nécessairement profondément liée, premièrement, à cette idée de lutte de civilisation, l'idée qu'ils vont nous envahir puis nous effacer. Mais il y a tout le lien le concept de l'invasion. Là, on fait un lien avec Poitiers encore. Ouais. Ils ont tenté au 8e siècle de nous envahir puis de nous remplacer. On les a bloqués. Mais là, il faut résister encore. T'sais. Pour nos ancêtres. C'est ça. Donc, je sais pas si j'ai autre chose après. Oui. Oui, OK. Là, on a un meme récent d'extrême droite qui dit... Dans cette logique-là, tu sais que ton pays est multiculturel quand il y a des gardes armés un peu partout. Là, on est encore dans cette logique-là de l'invasion, puis il faut résister. Pourquoi les gars... Parce qu'ils disent parce qu'il y a la menace musulmane. Eux, ils vont souvent comparer l'islam à l'État. C'est un peu comme l'État islamique qui veut nous envahir constamment. Ça résume l'histoire de l'islam, un peu comme l'État islamique qui est un peu partout, qui veut nous envahir. On peut continuer. Oui. Je vais faire ma conclusion puis je vais présenter ma... En gros, on le voit, la bataille de Poitiers, c'est pas un choc de civilisation, pas plus que l'expression d'une grande lutte entre les musulmans et les chrétiens. C'est juste une bataille mineure liée à des enjeux politiques complexes. Ils sont surtout liés à un désir d'un seigneur de guerre relativement mineur de prendre le pouvoir dans la région qu'on appelle aujourd'hui la France. Les chefs musulmans n'avaient pas de grand projet de domination mondiale. Ils n'ont juste profité de le vide laissé par la chute de l'Empire romain puis le désordre consécutif qu'il y a eu. Donc ça apparaît comme une bataille mineure dans un monde où la France, comme on l'entend aujourd'hui, n'existait pas plus qu'existait l'Angleterre ou l'Allemagne. Un monde extrêmement complexe où les identités nationales, comme on les entend aujourd'hui, n'ont aucun sens. Puis appliquer cette logique-là au passé est saugrenu. Ouais. Et pour conclure, je veux vous inviter, c'est un livre que j'ai beaucoup utilisé pour étudier ce thème-là, que je vous conseille profondément, qui s'appelle Charles Martel de la bataille de Poitiers et la bataille de Poitiers, de l'histoire aux mythes identitaires par les Français William Blanc et Christophe Naudin, qui sont deux historiens très engagés pour dénoncer l'instrumentalisation de l'histoire à des fins d'extrémisme. Puis je vous invite, c'est un livre qui est très facile à lire, c'est vraiment très grand public. Okay. Puis je vous invite à le lire. Et je conclurai avec ça. Parfait, ça. Je pense que j'ai rien d'autre après. Non, en fait, on est rendu au petit générique de la fin et la toune que tu as choisie pour finir ça. Merci beaucoup, Maxime. Merci, c'était très intéressant. J'espère que vous avez apprécié ça. J'adore ça, c'est vraiment cool. On peut, encore une fois, rappeler que tu es disponible sur Twitter, Max Laprise. Maxime Laprise ou Max Laprise? Maxime Laprise, vous allez me trouver. Ouais, c'est ça. C'est Laprise Maxime ou Maxime Laprise, les deux. Là. Vous devriez tomber assez vite là-dessus. C'est notre ami
Céleste a partagé aussi souvent que, ou Cybervirus, là, que le lien vers tes textes chez Le Pivot. On est fan du Pivot au Mercredi. Il y en a un qui s'en vient d'ailleurs. Là. Bon, ben, puis il y a aussi une de mes chroniques au balado de Fred Savard qui va sortir dans peu de temps. Ben, il se garde occupé, le gars. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Max. On est encore là pour au moins 2 heures. J'ai du stock pour vous autres. On va y aller avec le générique puis la toune que Max nous a apporté.